Pendant longtemps, je me suis senti profondément mal, je me trouvais plus bête que les autres. Mais je relativise, je me dis que c'est peut-être que quelque chose en moi refusait de suivre la logique mathématique. Parce que maintenant, avec du recul, quand je me penche sur des problématiques physiques ou mathématiques, je les comprends relativement vite. Hein, j'ai pas besoin de m'acharner pour l'intégrer. Mais en prépa, c'était impossible. Mon école d'ingé. Alors déjà, alors, je pense que j'ai eu de la chance d'avoir une école d'ingé qui a décidé, à mon époque, de prendre un tournant un peu différent du schéma classique, très académique à l'ancienne, donc beaucoup de mémoire, peu d'empathie, et d'avoir un schéma beaucoup plus pratique par rapport aux problématiques contemporaines du numérique, dans le sens où j'ai fait donc 3 ans d'école d'ingé, et la première année, c'était quasiment la moitié de travaux pratiques, de projets pratiques, plutôt que de bourrage de crâne et d'examens non-stop. On était plus évalué sur l'avancée de notre projet que sur des examens théoriques. Et autour de ces projets, justement, on avait des cours qui nous permettaient juste de développer les compétences pour pouvoir les appliquer directement sur notre projet. Ce qui fait que ça rendait les cours intéressants. Parce qu'on n'étudiait pas pour étudier, on étudiait pour réaliser un projet, qui lui-même était relativement intéressant. C'était soit un site web, soit un projet de robotique. Après, avec une vraie utilité derrière, potentiellement. Bien sûr, il n'est pas exploitable, il n'est pas marketable, il n'est pas vendable, mais c'est une idée même, qui est censée pouvoir être utilisée. Donc ça a focalisé l'attention sur quelque chose de pertinent, d'intéressant. Et justement, la connaissance n'était pas au centre de l'éducation, mais c'était un moyen d'atteindre un objectif. Et là, c'est cool, ça c'est de l'ingénierie. Ça, c'est ça, hein, concrètement, l'ingénierie. C'est exploiter les sciences pour faire quelque chose. Pas juste les sciences pour le plaisir des sciences. Et ça rendait les projets intéressants. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup plus intéressé, entre guillemets. Et ça m'a permis d'utiliser mon petit cerveau. En plus de ça, j'ai fait mes 2 dernières années d'école d'ingé en alternance. Ce qui a aussi beaucoup soulagé mon mental. Je n'étais pas dans un modèle purement académique, encore une fois, mais j'avais aussi des périodes en entreprise, où là tu travaillais, tu étais sur du projet, sur du concret. Et enfin, le truc qui a fait que j'ai survolé complètement mon école d'ingé, c'était que les cours étaient également concrets. On n'était plus sur de la théorie pure où tu apprends des équations bêtement. C'était des cours scientifiques pour quelque chose. On parlait de programmation, on parlait d'électronique embarquée, on parlait d'architecture des ordinateurs. C'était jamais de la science pour de la science, c'était de la science pour quelque chose, de concret, de palpable, d'exploitable. Et du coup, ça me permettait vraiment d'élaborer l'idée dans ma tête et de mieux comprendre ce qui se passait. Les équations avaient du sens d'un coup. C'était pas juste de l'assimilation pour le vomir à la fin sur un examen. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai même pas vu passer, entre guillemets, l'école d'ingé. Je n'ai absolument pas souffert. Enfin, d'un point de vue purement scolaire, c'était facile. Littéralement facile. Là, mon cerveau il me disait, ok, là je comprends ce qui se passe. Là, je veux bien apprendre. Et vu que j'avais développé un rythme infernal, entre guillemets, pendant la prépa d'études, j'ai juste divisé par deux mon temps de travail quotidien, et ça m'a permis d'être major de promo. Donc vraiment, c'était infiniment plus simple. Donc, non, l'école d'ingé là-dessus était pas mal. Et en plus de ça, ça m'a permis de me reconnecter à moi-même, de me réouvrir socialement. Encore une fois, 2 ans sans parler à personne, ça fait long. Ça m'a permis de redévelopper une activité sociale, des amitiés, etc. Qui, je pense, ont aussi beaucoup aidé hein, pour mes études. Parce qu'encore une fois, quand ta santé mentale elle est dans les choux, ton cerveau il a autre chose à faire qu'apprendre. Par contre, je sais qu'il y a des écoles, notamment que j'ai pu côtoyer pendant ma formation spécialisée, Supaéro, pour la citer, où ça reste un modèle prépa. Dans le parcours de formation continue, notamment le Master 1 et le Master 2, enfin les équivalents, on est strictement sur le même format. 5, j'ai perdu le nom, 5 petits examens oraux par semaine. École. L'école, exactement.
5 cols par semaine et un examen et un contrôle le week-end. Systématiquement. C'est le même format, ça ne s'arrête pas. Aucune prise de recul pour moi. On t'a rentré dans le crâne toutes les équations mathématiques, maintenant on va faire la même chose avec les modèles aéronautiques. Super. Mais quand est-ce que tu apprends à être créatif, à trouver des solutions, sortir du lot? Jamais. Alors, comment j'ai fini par aller là? C'est notamment à travers mes 2 années d'expérience en alternance, qui bien qu'elles étaient intéressantes, j'ai essayé beaucoup de trouver enfermantes. Notamment dans le métier de l'ingénierie, tu peux vite te retrouver enfermé dans un domaine précis, technique, où encore une fois, tu n'as pas cette capacité de voir autour de toi. C'est un peu comme ça que moi je visualisais l'ingénieur, c'est le mec touche à tout qui voit le système dans sa globalité. Bah, en fait, non, hein, ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est pas vraiment ce genre de profil d'ingénieur. C'est plus des techniciens ultra qualifiés qu'on recherche. Donc quelqu'un qui va être extrêmement pointu sur un domaine précis et qui ne va pas en bouger. C'est ce qui m'est un peu arrivé, entre guillemets, après mon école, enfin, sur la fin de mon école d'ingé, vu que j'ai étudié l'électronique embarquée, donc ce n'était que de la programmation sur des composants électroniques qu'on embarque dans des voitures, des avions, des bateaux. Et je me suis vite trouvé étouffé dans ce domaine ultra pointu. Et je voulais avoir une vision plus large. C'est pour ça que je me suis intéressé à cette formation à Supaéro, qui était censée être encore une fois l'élite de l'ingénierie industrielle. L'aéronautique, le spatial, la défense, le top du top. Qui proposait justement cette formation en ingénierie des systèmes complexes pour voir justement cette vision d'ensemble de tout le système. Du coup, ça me faisait bander. Je me suis dit, let's go, c'est ça, c'est sûrement ça qu'il me faut. Mais je ne savais pas dans quel format ça allait être. Et c'est là où j'ai vu qu'on est reparti sur un format un peu sordide, que j'ai moins bien vécu, qui m'a écœuré au bout d'un an, 6 mois. Heureusement, ça ne durait que 6 mois. Ensuite, il y a eu 6 mois de stage. Mais sur les 6 mois, à la fin, contrairement à la prépa où vraiment j'étais brain dead, vu que j'avais récupéré entre guillemets des capacités à ressentir, disons, pendant mes 3 ans d'école d'ingé, sur la fin des 6 mois, j'ai dit, voilà, ça va, merde. Je suis allé au bout, j'ai eu mon diplôme, mais à la fin de cette formation, je suis parti sur complètement autre chose. J'ai senti que, putain de merde, on est encore sur un schéma bien toxique, bien enfermant, bien dégénéré. Je me suis dit, on va aller dans un autre domaine, parce que là, ça devient vraiment sordide. Que tu as un mot à dire sur tous les rapports de violence sexuelle qu'on voit, d'alcool, voilà, cette partie-là de l'école d'ingé qui peut sembler cliché. Ou est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle n'est pas vraie, comment ça se passe, et voilà, nuancer un peu tout ça, et qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Et bah, j'ai tendance à dire que c'est plutôt vrai. C'est même, en tout cas de mon époque, ça a même été identifié par les profs, par l'administration de l'école. Enfin, ce n'est plus un secret pour qui que ce soit. Hein. C'est pour ça qu'il y a même aujourd'hui des réglementations qui interdisent le bizutage et autres. Mais pour moi, oui, il y a des comportements très très violents, très très agressifs, d'un étudiant vers un autre, ou un étudiant vers lui-même, sur les prises de substances, d'alcool, ou faire des soirées ou des événements ultra violents physiquement, et qu'on justifie par un côté immaturité. Moi, je pense pas que ce soit uniquement de l'immaturité, parce que sinon, ce serait vrai dans tous les environnements, entre guillemets. C'est cette attitude de se détruire, se faire mal physiquement, émotionnellement, on le verrait partout dans tous les secteurs. Pourquoi c'est uniquement en école d'ingé? Et pour moi, je pense que c'est beaucoup lié à... On va parler de stress post-traumatique concrètement. C'est de sortir d'un environnement où vraiment émotionnellement c'est destructeur, hein, le côté prépa, c'est très agressif, très compétitif, et encore une fois, c'est pas un environnement sain pour la psyché humaine. Et quand on se retrouve en école d'ingé, on a ce phénomène de décompression violent qui fait que le cerveau vrille et on a tout ce qu'on a accumulé entre guillemets en prépa qui commence à ressortir, des sentiments de mal-être, d'oppression. C'est bête, mais ça m'arrive encore de faire des rêves où je m'imagine devoir passer un examen de prépa et j'ai tout oublié et je suis en angoisse.
J'ai 32 ans. Je rêve de ça. C'est quand même assez drôle. Mais c'est-à-dire qu'il y a vraiment une partie de ma psychologie qui a été fortement teintée et impactée par ça. Et je pense que c'est vrai pour tous les étudiants, et d'une certaine manière, ce côté du tu passes d'un environnement ultra violent psychologiquement, ultra contraignant, ultra agressif, à de la libération de l'école d'ingé, on vrille. On devient en partie fou. Enfin, pour moi, ça peut être déclaré comme un état pathologique en psychiatrie, hein, le comportement des étudiants en sortie d'école d'ingé. Hein. Donc, c'est quelque chose de pas anodin, et j'ai pas envie de laisser ça uniquement sur le fait d'être immature. Plus quand on parle d'étudiants qui sortent de prépa et qui ont réussi des concours, c'est que ça, en général, c'est probablement les moins cons, entre guillemets, hein, qui font ça. Donc de dire que les moins cons sont les plus immatures, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est juste qu'on se retrouve avec des jeunes dans des états mentaux complètement déglingués. Et c'est une vraie problématique. Se dire que la prépa, qui est censée former l'élite de la France, brise psychologiquement des gens et ça les pousse à avoir des comportements dysfonctionnels. Je suis parti du coup dans le domaine du développement logiciel, donc de sites web. Pourquoi ? Parce que là, je me suis dit, il y a peut-être un peu de créativité dans ce monde. On n'est pas sur un schéma de tu sors tes équations, tu produis ton truc bêtement, ultra spécialisé. Il y a un site web, ça peut être joli, ça parle avec des bases de données, ça interagit avec des gens, il y a peut-être des utilisateurs derrière, il y a des êtres humains à qui on peut parler. Donc c'est pour ça que je me suis orienté dans le dev, parce que j'étais clairement pas mauvais sur la partie créative du dev. J'ai eu des super notes en école d'ingé dans ce domaine. Mais je suis resté 3 ans, puis je suis parti en dépression. Mais là pour le coup c'était pas vraiment la dépression. En tout cas ça a été diagnostiqué. Et parce que je me suis encore retrouvé enfermé dans un domaine ultra technique et ultra enfermant. C'est assez improbable. C'est fou ce qu'on adore cloisonner les gens. Hein. Je sais pas si je pense que c'est un truc très franco-français, cette architecture de la société sous forme de pyramide, en disant que quand tu es à un certain niveau, tu n'es que dans ce domaine-là et le reste, ça va être un niveau au-dessus ou un niveau en dessous. Se dire on peut pas être en horizontal et interagir avec des gens du même niveau, c'est pas possible, c'est improbable. Donc je me suis retrouvé face à un ordinateur concrètement, à coder toute la journée, à recevoir des documentations qui te disent tu fais ça et tu la boucles. Et au bout de 3 ans, je suis devenu barge parce qu'il n'y avait aucune créativité, aucune interaction sociale et ça n'allait toujours pas. Donc, ça fait 5 ans, donc ça a peut-être évolué. Je préfère pas forcément m'avancer sur le domaine. Mais quand j'ai commencé, le message qui m'était passé, c'est souvent de toute façon, c'est bon, t'es développeur, c'est très bien comme ça, tu peux faire toute ta vie développeur. Ou non, mais de toute façon, il n'y a pas de métier parfait, il faudra forcément faire une concession et accepter de s'enfermer quelque part pour s'ultra spécialiser et espérer avoir un meilleur salaire. Et tout ce discours me plaisait pas du tout, concrètement. C'était soit tu acceptes de subir ta vie à t'enfermer, soit tu pars sur une autre activité, ça peut être chef de projet ou truc comme ça, ou tu vas t'enfermer aussi, mais dans un autre domaine. C'est quoi qu'il arrive, faut s'enfermer quelque part. Et j'ai senti que voilà, en tout cas pour ce qui est du dev, ce qui m'avait complètement cassé entre guillemets, c'était le manque d'interaction sociale. Le côté très, tu es un technicien, enfin, je vais pas dire tu es un larbin, mais c'est presque à ce niveau-là. On te dit de coder un truc et tu le fais en silence. Et vite, de préférence, parce qu'en plus on va te donner des deadlines souvent intenables, et on va t'engueuler si tu les tiens pas, sachant que c'est pas toi qui les as choisis les deadlines. C'est tout aussi drôle. Je parle du développement dans un secteur plus industrialisé, entre guillemets. Je sais qu'il y a des développeurs indépendants ou dans des toutes petites structures qui touchent à tout, c'est super, c'est génial, waouh le fun. Mais dans le domaine un peu plus grande échelle, j'ai l'impression que c'est souvent plus enfermant et moins fun. Donc j'ai décidé d'arrêter, je suis reparti, j'ai eu une opportunité pour repartir dans le domaine de l'ingénierie des systèmes complexes. Et donc j'y suis allé donc en tant qu'architecte, un poste pompeux, ça veut rien dire hein, concrètement architecte,
c'est juste pour faire joli, c'est le côté très élitiste, hein, mais oui, j'étais architecte système. Mais concrètement, je rédigeais de la documentation sur qu'est-ce que devrait faire ce qu'on veut que ça fasse, ce que devrait faire le système. Mais concrètement, au quotidien, je passais mon temps à gratter du papier, rédiger des exigences pour que des personnes me disent non, c'est pas ça. Et faire des réunions interminables pour nous expliquer que c'est pas le bon budget, donc il va falloir faire tout ce qu'on a dit, mais en 2 fois moins de temps et 2 fois moins cher. Donc c'était pas hyper constructif, j'avais l'impression de faire du vent concrètement. Là j'ai eu plus le sentiment de contribuer à rien. C'était assez étrange. Même si j'ai appris énormément, hein, c'est vrai que je critique beaucoup mes expériences pro, c'est parce que je n'ai pas trouvé entre guillemets ma voie. Et je ne parle que des trucs négatifs dans mes expériences, mais derrière j'ai appris énormément de choses. Ça m'a appris aussi à m'affirmer, à prendre du recul, relativiser, comprendre mieux les sujets techniques. Mais concrètement, il y avait quand même pas mal de situations où je me disais, mais ça n'a pas de sens. Et c'est quand même assez inquiétant parce que, certes, les notions d'élite de la France deviennent un petit peu n'importe quoi, mais ça reste quand même des domaines extrêmement pointus où il y a de réelles attentes. En tout cas, l'ingénierie de systèmes complexes, qu'on conçoit, je sais pas, un avion, mieux vaut savoir ce qu'on fait quand même. Il y a des vraies problématiques. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça devient de plus en... En tout cas, de la façon dont je l'ai vécu, c'est bizarre. Hein. C'est un peu flou. On sait pas forcément ce qu'on fait. On se met des jalons, des deadlines improbables et on est coincé dans des situations là où les technologies évoluent hyper vite et pas nous. Donc c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Et j'ai fait ça pendant 1 an, du coup, architecte système. Même si je m'en sortais, encore une fois, je n'étais pas du tout épanoui. Je disais, les interactions sont bizarres, c'est toujours pour dire ça va pas, ou pour dire faut que ce soit moins cher. Et on s'intéresse même plus au produit. Tout n'est que chiffres, tout n'est que délai, coût, qualité. Mais il n'y a plus vraiment de créativité, ni même d'ingénierie à ce niveau-là. Hein. C'était vraiment... j'ai l'impression qu'on rédigeait du papier pour le plaisir de rédiger du papier. Et derrière, on va avoir des fournisseurs qui vont faire ce qu'ils font comme d'habitude et qui vont juste nous livrer ce qu'ils ont point barre. C'est assez étrange. C'était pas fou. Mais pendant cette expérience, j'ai rencontré la personne avec qui j'ai monté ma société de cybersécurité. Et du coup, ça a été une expérience un peu nouvelle pour moi, notamment l'entrepreneuriat. Et donc ça, c'était rigolo. Parce que pour la première fois, j'avais le sentiment d'avoir un peu plus de maîtrise sur ce que je faisais. Je touchais à plus de choses et j'interagissais vraiment avec les gens. Et c'est bête, mais typiquement, si on devait refaire un parallèle avec la prépa, on ne l'apprend pas. Hein. Interagir techniquement avec des gens, vendre un produit, chercher à convaincre, même en école d'ingé, c'est très limite. Ça devrait être pour moi infiniment plus traité parce que les problématiques que j'ai connues dans le domaine de l'ingénierie, c'est ça, hein, c'est des interactions sociales. Hein. La technique, les ordinateurs le font très bien, c'est comment on se met d'accord dans la vraie problématique. Vraiment, hein, c'est pas une blague. Mais enfin, du coup, j'ai créé ma société en cybersécurité, et c'est là où j'aime bien flex dessus, mais c'est pour moi aussi à l'image de la société contemporaine. Je n'avais aucune formation en cybersécurité. Certes, j'ai une formation en ingénierie des systèmes complexes, une formation en électronique embarquée, en développement logiciel, mais je n'avais jamais étudié la cybersécurité. Pendant 6 mois, pendant le Covid, je me suis formé. J'ai passé une certification en ligne, j'ai regardé des vidéos YouTube, et j'ai réussi à travailler dans la cybersécurité dans un domaine ultra pointu de la défense. C'est pour donner une idée du besoin technique. 6 mois sur Internet, ça suffit pour devenir expert. On n'a absolument pas besoin de 2 ans de matraquage intensif. Il suffit juste de savoir s'adapter, comprendre vite, et on est capable d'exploiter nos connaissances et de les mettre en place sur des projets scientifiques de haut niveau. C'est pour dire que vraiment pour moi la prépa ça sert absolument pas à se former à une compétence. La formation dans une compétence ça peut être beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Et c'est ce que j'ai fait, et ça a marché.
Donc j'ai été expert en cybersécurité après 6 mois de formation et j'ai travaillé pour un grand groupe. Et j'ai fait ça pendant 1 an dans ce groupe. Et à la fin, ils voulaient m'embaucher. Mais j'ai refusé parce que l'ambiance était à l'image de tout ce que j'ai pu vivre, hein, donc des gens qui étaient vachement enfermés dans leur schéma de fonctionnement, qui avaient un peu de mal à s'adapter, parce que c'était assez fou, mais dans la période de 6 mois où je me suis formé à la cyber et la fin de cette année de travail dans ce groupe-là, toutes les technologies avaient évolué. Et il fallait quasiment tout réapprendre. Pour dire à quel point ça va atrocement vite. Là où en face, ils avaient un mal fou à s'adapter. Et ça m'avait un peu frustré. Mais ma posture était un peu différente en tant qu'indépendant, dans le sens où je me sentais beaucoup moins oppressé par le cadre on t'enferme, tu fais ça et tu te tais. Dans le sens où je faisais ce que j'avais envie de faire. Même si c'était limité aux besoins, entre guillemets, du client. Mais je me sentais un peu plus libre et un peu plus détaché, je pouvais avoir un peu plus de recul, et c'était déjà un peu plus sympa. J'ai refait une deuxième année de travail comme ça, cette fois-ci dans un autre client, chez un autre client, du secteur automobile. Je suis passé de la défense à l'automobile. J'avais jamais travaillé dans l'automobile. Ça n'a absolument pas été un problème, je me suis formé vite fait en quelques semaines aux techniques de l'automobile, c'était reparti. Donc j'ai pu mener les activités d'expert en cybersécurité, et encore une fois, ça s'est très très bien passé. Mais j'ai décidé de m'arrêter parce que, et là je dirais pas que c'est une critique liée au domaine, mais je me rends compte qu'aujourd'hui le domaine de l'ingénierie et de la science est très cloisonné et très très lent, tristement. Et je pense que c'est pas une bonne chose, hein, très sincèrement. C'est qu'on va en permanence répéter les mêmes tâches, s'enfermer dans des réunions interminables pour trouver des solutions qu'on ne trouve pas parce qu'on s'enferme tout le temps dans les mêmes visions, dans les mêmes croyances, et on répète les mêmes schémas, et du coup on n'avance pas très bien, et on demande aux gens de faire tout le temps la même chose, et là j'ai fini par craquer une fois pour toutes. Ça m'aura pris 2 ans de prépa, 3 ans d'école d'ingénieur, et 8 ans de travail dans le domaine, pour finir par dire merde, j'en ai marre. Et c'est pour ça que là, j'ai rendu mes parts de ma société à mon associé, et là, je prends le temps de respirer et de me dire, ok, qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis fait. Et c'est pour ça que je reviens, entre guillemets, sur cette idée que je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment faits pour ça. Faire une tâche, tout le temps la même, ultra spécialisée, et être à fond dedans. Il y en a, je l'ai vu, j'ai travaillé avec des ingénieurs, encore une fois, des types de 50 ans qui ont 20 ans de carrière, et qui sont incroyablement bons dans leur domaine. Là, ils sont intouchables, c'est beau à voir. Mais ça n'avance pas. Parce qu'encore une fois, c'est bien d'avoir cette compétence-là, mais c'est pas suffisant. C'est, je pense, un truc qu'on n'a pas compris. Enfin, pour moi, tout est lié, entre guillemets, c'est un cycle. La prépa nous cherche des personnes qui sont capables de s'ultra spécialiser, assimiler énormément d'informations. L'école d'ingé essaie, entre guillemets, de s'adapter aux problématiques, mais derrière, même le monde du travail dans l'ingénierie, les mondes des projets, s'enferme encore une fois et n'arrive même plus à être compétitif. Je pense que c'est aussi pour ça que on peut parler de l'industrie française qui bat de l'aile, parce que, ouais, en vrai, on sait plus trop s'adapter, on sait plus trop faire, on s'est enfermé, on n'arrive plus à avancer. Là où le monde s'est pas arrêté d'avancer, lui. Concrètement, pour moi, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment, entre guillemets, d'ingénierie au sens propre du terme. Là où à l'époque, c'était vraiment le génie créatif qui permettait de concrétiser la science, entre guillemets. Aujourd'hui, tous les grands groupes, toutes les grandes structures, ce sont des structures financières qui ont un seul but, c'est faire du chiffre d'affaires. Et ça revient jusqu'au domaine technique et scientifique de l'ingénieur. Donc on est principalement sur les gens qui vont manager des jalons.
manager des ressources. Pour ça, aujourd'hui, un ingénieur, c'est un manager. Ben, c'est un problème. Un ingénieur, ça devrait pas être un manager. Ça devrait être quelqu'un qui comprend la science, mais qui arrive à faire de la créativité avec. Et justement, c'est à travers la créativité, pour moi, qu'on peut résoudre les problématiques modernes. Problématiques écologiques, c'est pas à coup de jalons, de chiffre d'affaires et de manpower qu'on va les résoudre. Hein. C'est avec de la créativité, c'est avec des think out of the box. On a une contrainte, et elle est censée lancer le moteur créatif. Comment faire en sorte de s'en sortir? Quand on a, quand les États-Unis ont développé la fusée qui a permis d'aller sur la Lune, ils ont eu que quelques mois. Et c'était juste une bande d'ingénieurs complètement fous qui se sont montrés complètement créatifs pour trouver une solution. Tout ce que le cahier des charges, c'était démerdez-vous. C'est ça la vraie ingénierie pour moi. Si aujourd'hui on est dans des situations où, concrètement, il faut qu'on se démerde. Mais on ne le fait plus parce qu'il n'y a plus d'ingénieurs. Il n'y a plus de personnes qui sont là pour se démerder. On est juste là pour dérouler des process, respecter des chiffres d'affaires et sous-traiter. Sous-traiter la technique à des gens qui répètent tout le temps la même chose. Donc il n'y a plus vraiment cette notion de créativité, de volonté de produire quelque chose, en fait. On est juste là pour faire du chiffre. Alors, clairement, de toute façon, pour moi, la prépa ne forme à rien. Dans le sens où j'ai vraiment 8 ans d'expérience, relativement réussi. Hein. Je me suis jamais fait virer. On a toujours été content de mon travail. J'ai gagné de l'argent, il n'y a pas de problème. Même ma boîte, elle fonctionne. Elle continue de fonctionner sans moi, mais ça a fonctionné entre guillemets. Mais je n'ai rien retenu de la prépa. Hein. Entendons-nous bien, je n'ai rien retenu. Tout ce que j'ai appris en prépa a été effacé le lendemain des concours. Donc, faut pas croire que j'en ai tiré quelque chose. Je n'ai même pas appris à travailler. Hein. La façon dont j'ai évolué dans mon travail, la façon dont j'ai performé, ça n'a absolument pas été en étant brain dead à travailler, à structurer des, des équations mathématiques quelque part. Hein. Non, ça a toujours été en étant créatif. Dans les réunions, à essayer de trouver des solutions, à faire des brainstorming. C'est ça hein, qui a fait que j'ai pu performer. Mais clairement, le modèle d'apprentissage et même d'exploitation de la connaissance de la prépa marche pas. Hein. Et c'est peut-être aussi ça le problème, c'est que on essaye encore d'appliquer ce schéma-là dans des problèmes, dans une vie où ça ne marche pas concrètement. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de contraintes, de facteurs à prendre en compte. Il faut être créatif, il faut vraiment réfléchir différemment. Mais pour ça, il faut en avoir envie. Et j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui pousse dans cette direction, en tout cas dans le domaine élitiste, entre guillemets. Pour moi, voilà, enfin, quelque chose qui serait intéressant, ça serait de prendre le temps de donner envie aux gens de faire ce qu'ils en font. Je sais plus où est-ce que j'avais vu ça. Dans l'idée, c'est que une étude, je pense, qui a été menée, j'en sais rien. Dans une entreprise, grande entreprise, 50% du boulot est fait par 10% des gens. C'est-à-dire qu'il y a 90% qui ne fait que les 50% restants. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire qu'il y a 10% des gens qui, eux, font. 10% qui sont vraiment créatifs. 10% qui produisent des trucs, qui testent des trucs, et qui s'efforcent de le faire. Et souvent, qui ignorent les consignes qu'on leur donne. Et c'est tant mieux. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à un stade où on a des entreprises ultra structurées, ultra méthodiques, ultra élitistes, qui savent plus ce qu'ils font. Et heureusement, il reste encore 10% d'ingénieurs ou de techniciens ou de personnes dans ces domaines-là qui osent. Souvent, je me suis retrouvé dans des projets où on a ultra structuré, ultra cadencé, mis des jalons, des plannings, mis en place des ressources pour développer des logiciels, et rien n'a été respecté. Ça n'avait aucun sens, ça marchait pas. Mais qu'il y avait un type, un petit peu lunaire, un petit peu fou dans sa tête, un peu créatif, qui en quelques semaines a résolu le problème qui pendouillait pendant des mois. Qui a dit voilà ce que je vous propose. Et enfin, on sait ce sur quoi on est parti. Donc vraiment, c'est cette idée que ce qui fait la richesse, entre guillemets, d'un projet sont les êtres humains, pas les process.
Donc, et c'est le problème de la prépa, c'est qu'on essaye de modeler des individus, ou en tout cas de les écrémer pour les sélectionner pour que ce soit de parfaits petits automates. Ça marche pas, on peut pas automatiser entre guillemets le processus créatif. Pour moi déjà, c'est ma conviction personnelle, on n'est pas tous faits pour tout faire, sincèrement. Je pense que l'esprit humain c'est un spectre, qui peut, en fonction, j'imagine, de notre vécu, mais aussi des cartes qu'on tire à la naissance, de notre génétique, va définir certaines de nos capacités. Je parle pas d'être idiot ou intelligent. Ça c'est des fonctions cognitives, on n'est pas tous égaux, c'est vrai. Mais si on devait partir sur les personnes qui ont des bonnes capacités cognitives, pour entre guillemets faire des études supérieures ou quand même faut réfléchir, actuellement effectivement c'est faut quand même tenir un peu la route pour comprendre des concepts théoriques. On n'est pas tous égaux. On va avoir des personnes plus créatives, des personnes plus structurées, des personnes plus à l'intuition, des personnes beaucoup plus rationnelles, des personnes beaucoup plus méthodiques, des personnes beaucoup plus sensibles, toutes intelligentes, hein, mais avec des statistiques différentes. Et je pense que déjà la première chose, ça serait de comprendre ce dont on a besoin, quelles sont les capacités, quelles sont les valeurs qui sont le plus exploitables et le plus intéressantes pour les différents domaines, pour faire tel ou tel métier. Typiquement, je sais que je serais un très mauvais chef de projet. Parce que un chef de projet, c'est avant tout être capable de structurer, planifier, anticiper. Ce que je fais pas très très bien. Mais je sais que je suis quelqu'un de très très créatif. On me met face à une problématique technique, je vais te sortir des dizaines de solutions. C'est mon fonctionnement. Donc, si on était capable dans le système scolaire d'aider les étudiants à mieux se connaître, mieux se comprendre, et de même valoriser ces capacités-là, ça serait intéressant. Plutôt que de partir sur un schéma unique, qui honnêtement est celui de la structure. Je pense qu'une personne qui cartonne entre guillemets en classe prépa, c'est quelqu'un qui a un cerveau très structuré, très méthodique, très rationnel, avec plein de tiroirs dans lesquels il stocke toutes les données. Mais encore une fois, c'est une capacité, et qui n'est pas exploitable dans tous les domaines. Et donc, pour moi, ça serait ça la grande évolution que pourrait avoir le système scolaire. Aider les gens à mieux comprendre leur cerveau et de tirer un maximum des capacités de chacun. Et pouvoir faire en sorte que non seulement ça soit exploitable pour la société, mais qu'en plus les gens se sentent plus épanouis parce qu'ils font des choses que leur cerveau aime faire. Ils se sentiront mieux et ils sont plus heureux dans leur activité. Pour moi, c'est un cercle vertueux. Il ne faut pas forcément qu'il y ait des gagnants et des perdants, hein. Ça peut être aussi bien arrangeant économiquement que socialement. Faire en sorte que les gens fassent ce qu'ils aiment et que ça rapporte. Et je pense qu'on peut décemment dire que c'est le rôle de l'éducation, de faire en sorte que les gens sachent s'orienter vers ce pourquoi ils sont faits. Ça veut pas dire que ça va les enfermer dans, dans un secteur ou quoi. Je pense que tous les secteurs ont besoin de toutes les capacités. Mais déjà connaître ses capacités, c'est se donner les moyens d'être plus heureux dans son activité et aussi plus productif. Parce que si on aime ce qu'on fait, ben on le fait mieux. De toute façon, je pense que le système scolaire est très orienté structure et mémoire. Après, j'ai pas la solution miracle, hein. Non, Beaucoup de systèmes alternatifs ont été tentés et c'est pas simple. Je pense que c'est important aussi de donner toutes ces chances à tout le monde, que tout le monde puisse avoir un espèce de tronc commun et de pas dénigrer des profils parce qu'ils sont entre guillemets. Il y a des gens dans leur tête ultra spécialisés malheureusement. L'ultra créatif va vraiment galérer sur des structures et c'est ok. Là où l'ultra structuré, il faudra absolument pas lui demander de penser out of the box, pas son job. Mais déjà pour moi, si on a passé le tronc commun du collège-lycée, admettons, même si j'ai l'impression qu'aujourd'hui le lycée tend à se spécialiser en amont déjà, hein, en prépa, ça me paraît évident, vu les domaines dans lesquels les étudiants de prépa sont destinés à travailler, ce sont des domaines ultra pointus, il faut vraiment être sûr d'avoir bien compris le fonctionnement de leur cerveau et leurs capacités.
Parce que vraiment, pour moi, c'est toxique de prendre des personnes, c'est bête, hein, mais avec d'excellentes capacités de mémoire et une excellente capacité de structure, dans des domaines où il faut être créatif. Parce que c'est pas ce qu'ils font de mieux. Donc, et vu que ce sont des domaines à très forte valeur ajoutée, très forte complexité, très forts enjeux sociétaux, hein, soyons honnêtes, encore une fois, hein, pour concevoir des avions, aujourd'hui ça a beaucoup d'impact, hein, écologique, social, économique. Hein, donc, mieux vaut s'assurer de prendre des personnes qui ont les meilleures capacités, entre guillemets. Et encore une fois, c'est pas une façon de dénigrer des profils ou de créer une forme d'ostratisation. Hein, c'est vraiment de faire en sorte que les gens se sentent bien de là où ils sont et que ce soit vraiment viable économiquement. Je dirais pas d'abandonner la prépa. C'est pas le but. Parce que, tristement, on est encore dans un schéma où, si on est vraiment passionné de technique, d'ingénierie ou de science, si on n'a pas fait prépa école d'ingé, le modèle est beaucoup trop toxique pour avoir beaucoup d'alternatives. En tout cas, dans le domaine de l'ingénierie pure. Dans le domaine du numérique ou du logiciel, un mec qui apprend à coder dans son coin va devenir un profil intéressant, entre guillemets. Là où dans l'ingénierie pure, il faut vraiment sortir des schémas classiques. Mais quand même, je donnerais un conseil, c'est déjà un point essentiel, c'est pas ok de se sentir mal. C'est pas ok d'être en permanence déprimé. C'est pas ok d'avoir peur ou avoir des angoisses tous les soirs. Donc c'est important d'en parler. D'oser en parler aux profs et infirmière scolaire ou j'en sais rien, mais de communiquer dessus. Pas rester seul avec son mal-être, parce que c'est absolument pas le but. L'autre conseil que je donnerais, c'est surtout ne pas s'oublier. On va dire, ah, quand t'es en prépa, t'as pas de vie sociale, tu dois travailler tout le temps. Il faut pas faire ça. Il faut avoir une vie sociale. Pas non plus, entre guillemets, se déchirer la gueule et chercher de la dopamine et d'hédonisme à outrance, hein. Mais se sentir bien. Se sentir bien avec soi, se sentir bien avec les gens, c'est important. Concrètement, de surtout valoriser la santé mentale. Parce que factuellement, si on se sent profondément mal, on est beaucoup moins bon. On est incapable d'apprendre, d'assimiler de l'information. Et aussi accepter de prendre du recul. Se dire, si ça veut pas et c'est pas grave. Il y a d'autres moyens de faire. Il y a des IUT qui te permettent de passer sur des écoles d'ingé. Tu as des prépas intégrés. Tu as d'autres types de formations. Donc il y a des moyens de passer autrement que par ce schéma que je considère très très limitant, entre guillemets, sur un terme de capacité de profil acceptable, entre guillemets. Mais que surtout ne pas s'oublier mentalement et de faire en sorte de se sentir bien pour continuer à étudier. Et si vraiment c'est trop toxique, prioriser sa santé mentale. Ça n'a aucun intérêt de se matraquer pendant 2 ans pour... En tout cas, enfin, je considère que j'aurais clairement préféré faire un IUT où j'aurais touché à de la pratique beaucoup plus importante, beaucoup plus fun, pour ensuite passer dans une école d'ingé. Donc, surtout ne pas s'oublier mentalement. Voilà pour la deuxième partie de cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à réagir en commentaire sur Instagram à tout ce que vous avez entendu. Je vous retrouve pour une prochaine interview qui traitera de l'hypocagne la semaine prochaine ou plus tard. Je suis pas sûre que ce soit la semaine prochaine parce que la semaine prochaine c'est les concours. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce projet vous intéressera. Si jamais vous voulez participer et être interviewé, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou m'envoyer un mail. Mon mail est dans la description. Vous pouvez aussi envoyer des témoignages. Voilà, c'est le tout début du projet, donc là vous avez vu une vision. Il va y avoir d'autres visions, complètement en désaccord ou en accord, de gens dans la prépa, de gens qui ont vécu la prépa, de gens qui ont des conséquences de la prépa même s'ils n'ont pas vécu eux-mêmes. Voilà, il va y avoir des profils assez intéressants, très divers, et j'espère que ça vous fera réfléchir.
que ça pourra permettre de prendre du recul et voilà, et d'aider le maximum de personnes. Si jamais vous avez des sujets concernant l'enseignement, on va dire en général, qui vous intéresseraient de voir traiter, n'hésitez pas à le mettre en commentaire.